Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacré aux notions de nature et de culture. Comme je l'ai indiqué récemment, j'ai terminé le programme de terminale et j'ai décidé de vous offrir un peu de bonus concernant les notions avant de passer à autre chose. Pour que ça soit utile à un maximum de monde, j'ai décidé de reprendre la notion de nature que j'avais croisée avec celle de technique puisqu'elle est dans le programme, mais j'ai déjà dit que je pensais ce que je pensais de ce choix-là dans ma première vidéo consacrée à la technique, et de la croiser avec celle de la culture. En effet, la distinction entre nature et culture est très classique en philosophie, mais également en anthropologie, et c'est sur cette distinction que l'on va travailler à présent. D'abord, je pose quelques repères au niveau notionnel, puis je vous explique pourquoi j'ai choisi Aristote comme point de départ pour aborder cette distinction. Concernant la nature, j'ai déjà fait tout un développement là-dessus, donc je vais me concentrer ici non pas sur la nature avec un grand N, que j'ai déjà traité dans ma série de vidéos sur la technique et la nature, mais sur la nature comme ce qu'il y a de premier et d'essentiel concernant un ensemble d'êtres. C'est dans ce cadre-là que l'on peut avoir une réflexion anthropologique sur l'être humain et discuter de sa nature par ailleurs. La nature, d'un point de vue chronologique et logique, était là bien avant toute forme de culture qui, d'une certaine manière, vient se greffer à cette nature comme s'il s'agissait d'une seconde nature. Étymologiquement, la culture vient du latin cultura, renvoyant à l'action consistant à cultiver. Cette action renvoie non pas tellement à l'origine au fait de se cultiver soi-même, au sens intellectuel où on l'entend d'ordinaire, mais au fait de cultiver la terre. Vous aurez remarqué que dans le mot agriculture, il y a bel et bien le mot culture. C'est normal. La culture renvoie à un processus de formation qui consiste à faire grandir et accroître un élément spécifique. Si on en reste au niveau de l'agriculture, ça sera des champs. Si on applique cela au niveau de la conscience humaine, ça sera notre intellect. En effet, on peut avoir une certaine sagacité, mais celle-ci ne se développe que par un accès au savoir, synonyme dans ce cas de culture. On parlera de culture générale par exemple, qui va constituer un moyen privilégié de donner de la matière à penser, de donner de la matière à notre intelligence. De manière différente, mais assez proche, on entend le terme de culture comme ce qui relève, de façon encore plus globale, de la civilisation. Une culture naît dès lors que l'état dit naturel et primitif, où les hommes vivent de façon isolée et cherchent seulement à survivre, s'en est allé, et que ceux-ci commencent à élaborer des coutumes et des principes qui vont servir de ciment à leur vie civilisée. On peut donc se demander, à partir de ces considérations générales sur les notions de nature et de culture, si la culture, en tant que civilisation, ne vise qu'à faire disparaître ce qui relève de la nature et des obstacles qu'elle dresse sur notre chemin pour nous empêcher de vivre paisiblement. Est-ce que cela a du sens, avant même de chercher à dire quoi que ce soit sur les notions de nature et de culture, d'opposer les deux et de voir dans la culture le moyen de se débarrasser des contraintes naturelles qui empêchent l'homme d'accéder à son humanité? C'est précisément là qu'Aristote intervient pour nous permettre de résoudre ces problèmes, et on va voir qu'en dépit des avantages liés à la culture humaine, la séparation nette et tranchée entre culture et nature ne va peut-être même pas de soi. Je vais m'appuyer ici sur un extrait précis et assez connu du livre 1 des Politiques, où Aristote s'intéresse particulièrement à la constitution d'une cité. Je cite: la communauté achevée, formée de plusieurs villages, est une cité, dès lors qu'elle a atteint le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire complète. S'étant constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle, puisque les communautés antérieures, la famille, le village, les premières cités et les tribus soumises à un roi, dont elles procèdent, le sont aussi. Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est, par nature, un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr, et non par le hasard des circonstances,
est soit un être dégradé, soit un être surhumain, car un tel homme est du coup naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de tric-trac. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage, certes. La voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste, et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. Fin de citation. Bon, que peut-on retenir comme idée essentielle de cet extrait? Tout d'abord, il y a le fait que Aristote conçoive ici la cité comme une communauté formée d'un ensemble de petites communautés à l'origine et qu'une cité ne soit fonctionnelle qu'une fois que tous ces regroupements de petits villages eux-mêmes composés de familles, qui est selon Aristote la forme d'organisation la plus primitive et la toute première forme d'association, parviennent à l'autarcie. Autrement dit, il est nécessaire que la cité, pour être une réelle cité fonctionnelle, soit autarcique, c'est-à-dire autonome et indépendante. Elle permet donc à chaque citoyen qui compose la cité de vivre bien, et non pas seulement de survivre. En effet, c'est ça l'idée essentielle du texte que je viens de citer, le fait que la naissance d'une cité soit naturelle et que l'homme soit par nature. Le par nature est très important, je ne sais pas pourquoi il est parfois enlevé de certaines traductions, un animal politique. Cette citation célèbre d'Aristote, selon laquelle l'homme est un animal politique, un zoon politikon en grec, veut dire qu'il est compris dans la nature même de l'homme de vivre au sein d'une cité composée de lois et d'autres citoyens. Ensemble politique auquel celui-ci devra régulièrement prendre part en participant à l'élaboration des lois, comme Aristote le développera plus tard au livre 3 des Politiques. Contrairement à ce que dira Hobbes, bien plus tard en opposition à Aristote, la naissance de la vie civile au sein d'une structure juridique permettant la vie commune n'est pas un accident lié à un conflit d'intérêts à l'état naturel, pour que chaque être arrête de se taper dessus, en gros. Elle est le produit d'une nature proprement humaine qui distingue l'homme du reste des animaux. L'homme est par nature un animal politique car la nature ne fait rien en vain, comme le rappelle Aristote. Cela signifie que la nature l'a doté de qualités spécifiques qui ne peuvent s'accomplir réellement que dans un ensemble plus grand que lui-même, une cité. Pour expliquer rien que cette célèbre citation à fond, je suis obligé de faire des références extérieures au texte, on y reviendra ensuite. Si Aristote dit ça, c'est parce que nous sommes des êtres vivants, tout comme les autres animaux, mais nous ne différons de ceux-ci que par la forme de notre corps. Nous agissons et nous nous comportons différemment car nous sommes dotés d'une âme qui n'est pas simplement végétative comme les plantes, ou motrice et nutritive comme les animaux qui peuvent se mouvoir vers ce qui va leur permettre de survivre et se nourrir ou encore se reproduire. Nous avons cette part animale nous aussi, mais nous avons plus que ça. Nous avons une âme dite intellective, comme l'a montré Aristote dans son traité de l'âme au livre 2 notamment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une âme intellective ? Puisque l'âme est la forme du corps pour Aristote, et pas une espèce de substance immatérielle car on n'est pas chez Platon, il faut le rappeler parce que certains profs confondent parfois la forme et la substance chez Aristote, ce qui est grave bien entendu. Cela signifie que nous possédons un corps qui va permettre de produire, par sa constitution spécifique, un certain type de pensée, qui ne sera pas le même type de pensée que celle des animaux. L'abeille, ou tout autre animal primitif que Aristote prend en exemple dans ce texte, peut se mouvoir de manière organisée avec ses copines abeilles. Elle construira des ruches et elle fera tout pour survivre. Mais, d'une part, comme l'indique Aristote à la fin du texte,
Elle ne le fera pas par le biais d'un langage humain permettant notamment la communication d'idées essentielles à une vie humaine et propres à une vie politique, notamment à propos de la justice. Seul l'homme peut organiser des lois et débattre à leur sujet. Une abeille ou un chien ne peut pas faire ça jusqu'à preuve du contraire. Et puis de toute façon, ils n'ont pas besoin d'organiser des lois en fonction de ce qui est juste ou injuste, hein. Justement, ça c'est le propre de l'homme. Et d'autre part, il y a une autre raison qui fait que l'homme... une raison qui permet d'ailleurs d'expliquer ce point-là en profondeur, et si on reste uniquement collé au texte sans chercher ailleurs, on peut pas comprendre ça. Il y a une autre raison qui fait que l'homme est par nature un animal politique, c'est le fait que sa cause finale, son but suprême, qui caractérise son existence, ne soit pas la même que le reste des animaux. Les animaux vivent pour survivre, ils vivent pour se reproduire et accomplir leur finalité naturelle, ce en vue de quoi la nature les a dotés, puisqu'ils ont été créés avec un corps qui possède une forme leur permettant de parvenir à se développer et à se reproduire jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais nous qui possédons un corps avec une âme intellective, autrement dit, avec un corps qui possède un cerveau spécifiquement humain et produisant une pensée permettant le raisonnement et l'abstraction autour de notions complexes, est-ce que vivre pour survivre et nous reproduire, c'est le seul but de notre existence? Non, bien entendu. Sinon, on voit pas trop pourquoi la nature nous aurait dotés d'un corps, comme le nôtre, doté d'une âme qui est en lien avec notre finalité naturelle, penser, et donc, par conséquent, se cultiver. En effet, rappelons en ce sens que dès le livre 1 de son Éthique à Nicomaque, Aristote a défini le bonheur comme le souverain bien et comme le but ultime de toutes nos actions, et qu'il a dit au livre 10 de cette même éthique qu'il ne l'atteignait que dans la pensée de la pensée. Autrement dit, pour que l'homme accomplisse ce pourquoi la nature l'a doté, il est nécessaire qu'il libère du temps libre et ne passe pas sa vie à survivre. Il doit dégager du temps libre et pour cela s'organiser au sein d'une communauté politique constituée de plusieurs citoyens. Sinon, il est impossible de développer une réflexion approfondie, de développer la science, de se cultiver et de s'accomplir pleinement en tant qu'homme qui est un animal pas comme les autres, puisque nous possédons l'intellect. C'est pour cela que Aristote dit ici, dans ce texte, que celui qui vivrait à l'état sauvage, en dehors de toute cité, sans qu'il l'ait voulu, et parvient à survivre, serait soit un animal dégradé, c'est-à-dire un animal qui vivrait moins bien que les autres animaux, puisque les hommes ne sont pas aussi bien dotés que les autres animaux pour parvenir à satisfaire leurs besoins, mais surtout qui mènerait une vie contre nature, puisqu'il passerait son temps à essayer tant bien que mal de survivre. Or, la politique, que ça nous plaise ou non, que ça nous intéresse ou non, est le seul moyen de gouverner une cité ou un État, et donc d'assurer que nous puissions bien vivre et avoir du temps libre pour penser via la coopération et l'entraide entre chaque citoyen. À supposer qu'un homme soit suffisamment fort pour survivre à l'état naturel et avoir suffisamment de temps libre pour bien vivre et non pas seulement survivre, il ne serait pas un homme pour Aristote, mais un dieu, enfin un être surhumain. Il aurait une toute-puissance qui n'aurait rien d'humain. Donc, autrement dit, ce n'est pas possible. Une fois qu'on vit dans une communauté, chacun peut se consacrer à une activité précise, puis accomplir sa finalité naturelle le reste du temps en se cultivant. Il est donc nécessaire que l'homme sorte d'une solitude étrangère à toute forme de société et qu'il s'organise avec son prochain dans une cité qui lui permette de surmonter les contraintes naturelles, la faim, la soif, l'insécurité, en coopérant avec lui et en élaborant des lois qui permettront la cohabitation en bonne intelligence de tous. Puisque nous sommes dotés d'une constitution qui nous permet la pensée abstraite et la réflexion sur des notions proprement humaines, autres que l'avantageux ou le nuisible, ça, les animaux sont tout à fait capables de communiquer là-dessus, nous ne sommes pas faits pour rester à l'état sauvage et naturel, et il est évident que nous sommes par nature des animaux politiques, que nous sommes prédisposés à vivre en communauté afin de nous accomplir parfaitement en tant qu'être humain,
qui ne vivons naturellement qu'en vivant bien, pas simplement en survivant. Il semble donc qu'à partir de cette réflexion d'Aristote, la frontière entre nature et culture soit floue et ne soit peut-être même pas pertinente, car la civilisation, ou le fait même de se cultiver, semble ancré dans la nature même qui nous a dotés d'attributs intellectuels, que nous actualisons tout naturellement lorsque nous vivons ensemble au sein d'une communauté. Une communauté politique. Faut-il en déduire, par conséquent, que la culture n'est pas une rupture avec la nature, définie en tant que tendance première propre aux êtres vivants dont nous faisons partie, dans la mesure où nous sommes prédisposés à celle-ci? Le développement de la civilisation et l'accès à la culture sont-ils des éléments inscrits en nous depuis toujours, et la culture, loin d'être une seconde nature ou une nature artificielle, est-elle le prolongement de notre nature intellectuelle, nous différenciant du reste des animaux dont nous faisons nous-mêmes partie? C'est ce que nous verrons la prochaine fois, à l'aide d'un auteur incontournable sur la question que je n'ai pu étudier depuis un bon moment sur cette chaîne par ailleurs. En attendant, j'espère que cette petite vidéo sur Aristote, très classique mais néanmoins nécessaire, vous aura plu ou intéressé. Prenez bien soin de vous, merci de rester fidèle à ma chaîne, et à une prochaine fois.